Une erreur de jeunesse qui coûte cher. Mourad Benchelali est parti à l'âge de 19 ans en Afghanistan en juin 2001. Mais après le 11 septembre, le piège se referme. Il est livré aux autorités américaines. Un cauchemar de 4 ans commence, qui l'amènera à Guantanamo, puis à Fleury-Mérogis. Mourad, invité par la librairie de la Renaissance à Toulouse pour un débat à l'occasion de la présentation de son livre « Voyage vers l'enfer », nous livre son retour d'expérience sans jugement moral. Bonsoir Mourad. Bonsoir. Je suis très heureux de vous rencontrer ce soir pour votre témoignage, votre courage. Je voudrais vous demander une première question qui certainement se pose à tous les jeunes, tous les gens qui, après les événements de Charlie. Qu'est-ce qui vous a amené à partir? Pourquoi vous êtes parti? C'était un vide, c'était un mal-être? Qu'est-ce qui vous a incité à partir? Oui, l'idée de voyager, l'idée de sortir de mon quartier. Alors j'avais un métier, mais c'était assez précaire, parce que c'était un emploi jeune. C'est vrai que sortir de mon quartier, déjà à l'époque, c'était comme sortir du quartier, c'était comme aller dans un autre pays, je l'ai dit souvent. L'idée d'aventure aussi, pouvoir visiter tous ces pays, passer par l'Angleterre, le Pakistan, l'Afghanistan. Bêtement, j'ai été attiré par l'idée d'aventure. C'est un contexte qui était particulier aussi, puisqu'on est avant le 11 septembre, donc une réalité évidemment qu'on ne connaît pas. Et donc pour toutes ces raisons, voilà, j'ai eu cette erreur de parcours, que j'ai toujours assumé, cette erreur. J'ai toujours dit que ça en était une. D'ailleurs, si c'était à refaire, je ne le referai pas, mais j'en ai tiré beaucoup de leçons. J'ai toujours clamé mon innocence, il n'a jamais été pour autant l'idée de participer à un projet criminel. Et donc, en tout cas, ça a eu des conséquences terribles sur ma vie, parce que ça m'a ramené à 2 ans et demi à Guantanamo et 2 ans de prison en France. Bien sûr. Et alors, vous vous êtes rendu compte rapidement que vous aviez commis une erreur quand vous étiez. Qu'est-ce que vous avez vécu là en Afghanistan? En Afghanistan, il y a une machine très bien organisée, dont on peut faire l'analogie d'ailleurs en Syrie, on appelle la même machine. Cette machine qui consiste à faire de vous un combattant. Donc c'est le camp d'entraînement, vous êtes pris en charge dès que vous arrivez dans ce pays. Le camp d'entraînement, on vous apprend le maniement des armes, on vous incite implicitement à devenir un volontaire. Et ensuite il y a eu le 11 septembre, donc le piège s'est refermé. Impossible pour moi de quitter le pays. Et puis là, j'ai réussi par miracle à regagner le Pakistan, où là j'ai été capturé par des villageois qui m'auront vendu aux Américains. Et les Américains m'auront envoyé à Guantanamo. Alors justement, Guantanamo, il y a un rapport récent du Sénat américain qui a dénoncé la torture par la CIA. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez vécu, cette affaire de Guantanamo, que vous décrivez dans votre voyage? C'est l'ennui, c'est les interrogatoires qui rythment les journées, c'est le mauvais traitement, parfois les tortures. C'est toujours les mêmes questions qu'on nous pose. On est coupé du monde, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On nous accuse de choses terribles, on nous dit qu'on paye pour les atrocités que d'autres ont commises, il faut des coupables. Et on est donc des boucs émissaires, considérés, en tout cas nous on le vit comme ça. Et donc c'est l'attente, c'est très psychologiquement et physiquement très difficile à supporter. Ouais. Alors, racontez-nous votre combat contre Guantanamo. Comment vous aujourd'hui concrètement, vous faites des conférences, vous allez dans les collèges, comment expliquez-nous. Alors, la prison de Guantanamo n'a pas beaucoup mobilisé l'opinion. Moi j'ai toujours milité pour la fermeture du camp dès ma sortie de prison. Mais il n'y a jamais réellement beaucoup de choses qui se sont organisées pour dire rien du tout en réalité, à part Amnesty International. En tout cas moi c'est les seuls que j'ai vus, l'organisation humanitaire, organiser des manifestations, des choses concrètes pour militer pour la fermeture, sinon a priori pas grand chose. Je continue donc à militer à leur côté pour demander la fermeture de cette prison. D'accord. Alors vous auriez pu sortir amer et radicalisé pour le coup de ces épreuves, et au contraire vous essayez de dissuader les jeunes de partir faire le bien. Expliquez-nous comment ça fait le processus. C'est vrai que tout est fait pour que je me radicalise, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, mais j'ai essayé de prendre du recul malgré tout sur ma situation, ce que j'étais en train de vivre, essayer de comprendre la complexité de cette histoire. Je suis comme une petite histoire qui était enfermée dans une histoire plus grande. Donc j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait et de regarder aussi mes propres erreurs, mes propres responsabilités. C'est bien aussi de se regarder soi-même. Et donc ça n'a pas été facile d'ailleurs. Je ne vais pas m'enfermer dans une colère, mais je me suis battu pour ça.
Et puis il y a des gens qui m'ont aidé surtout à remonter la pente, à m'en sortir, à trouver un métier, etc. Donc ça m'a aidé aussi à ne pas m'enfermer dans la haine. Vous avez été entendu récemment par le Sénat français. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils vous ont entendu, véritablement entendu? Alors entendu, ils m'ont écouté en tout cas. J'ai été auditionné, j'ai expliqué mon parcours, les leçons tirées, etc. Ils m'ont dit que c'était intéressant parce que ça leur apportait un éclairage différent. Voilà, c'est un témoignage qui est basé sur un vécu, c'est un retour d'expérience. Et ils ont trouvé ça intéressant. D'accord. Et alors, les jeunes que vous rencontrez, que vous les convaincre de ne pas partir, comment ils vous reçoivent? Comment ils reçoivent votre message? Les jeunes avec qui j'ai pu parler, globalement, ils sont attentifs, ils écoutent. Ils sont souvent touchés, parce qu'il y a le syndrome de Guantanamo qui est très fort. Et puis, ils me disent qu'ils apprennent des choses quand je leur explique un tas de réalités. Puis ils me disent que tiens, il y a un tas de choses qu'on n'avait pas imaginé comme ça, on ne savait pas que c'était aussi compliqué. Et donc, j'ai l'impression qu'ils n'en sortent pas indemnes et surtout qu'ils en tirent quand même malgré tout quelques leçons. Moi je leur raconte mon histoire, c'est tout. Je ne suis pas dans le jugement moral, simplement je leur donne des outils pour pouvoir réfléchir par eux-mêmes. C'est tout ce que je peux faire. Est-ce que vous croyez que les grandes manifestations du 11 janvier vont changer quelque chose? Est-ce qu'il y a une conscience citoyenne durable qui va s'installer? Et puis du côté des politiques, est-ce qu'ils vont faire quelque chose de concret pour les cités et pour les jeunes en général? Ça, seul le temps le dira. Alors, malheureusement, ce n'est pas le premier événement. Il y a eu déjà des signaux d'alerte, on se rappelle des émeutes de 2005, etc. Des problèmes par rapport à la jeunesse. Moi, quand je parle aux jeunes, ils me disent qu'il y a toujours des politiques qui sont appliquées. C'est jamais des politiques que nous-mêmes avons choisies d'ailleurs. Et ils ont l'impression que rien ne change. Je pense qu'au niveau de la prévention, rien n'a été fait en réalité. Qu'on a toujours limité l'explication du phénomène par la religion. On parle de phénomènes sectaires, de dérives sectaires. Donc on s'est contenté d'occulter les raisons sociales, psychologiques, etc. qui expliqueraient, contexte politique aussi, les explications politiques qui expliqueraient aussi ce phénomène. On n'a pas voulu regarder ces questions. On n'a pas voulu parler des responsabilités collectives. On s'est contenté des responsabilités individuelles. Et je pense que justement les événements malheureux de Charlie Hebdo ont poussé les gens à réfléchir plus en profondeur à ces questions.